On a tous eu des enseignants qui ont cru en nous et qui ont peut-être suscité notre vocation. Certains sont devenus nos auteurs. Bienvenue dans le podcast Vocation Auteur, le podcast qui donne la parole à des enseignants qui ont choisi de transmettre leur pédagogie à travers nos manuels. Quel est leur parcours? Qu'est-ce qui les anime? Retrouvez chaque mois l'interview d'un auteur qui vous donnera peut-être l'envie d'en être un. Bienvenue dans le 11e épisode du podcast Vocation Auteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Straub, auteur chez Hachette Éducation depuis 2012. Anthony a été professeur d'espagnol au lycée français de New York avant de partir pour Rabat, où il est actuellement enseignant-formateur de la zone Maroc pour l'AEFE. C'est également un auteur prolifique qui a dirigé la nouvelle édition de la collection A mí me encanta en 2021. Une collection qu'il affectionne tout particulièrement, ayant grandi professionnellement avec. Il a également dirigé la toute nouvelle collection A mí me encanta Leer et obtenu le prix de l'innovation pédagogique pour l'escape game Eldorado. Écoutons l'extrait musical qu'il a choisi pour introduire ce podcast. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí y que limite al este con 1000 amigos, al sur con tus pasiones y al oeste. Bonjour Anthony. Bonjour Pascal. Alors je vais te laisser nous dire quel est l'intitulé de cette chanson que tu as choisie et la raison pour laquelle tu l'as choisie. Alors cette chanson s'intitule Geografía, c'est une chanson du groupe espagnol La Oreja de Van Gogh. J'ai beaucoup hésité au moment de te soumettre une chanson parce que instinctivement j'ai pensé tout de suite aux chansons de Manolo Escobar, qui était un chanteur que ma grand-mère espagnole écoutait sans cesse, et donc à chaque fois que j'allais chez elle, je me prenais un bain espagnol entre les odeurs culinaires et les chansons de Manolo Escobar. J'imagine. Et donc au début, j'avais donc voulu te soumettre une chanson de Manolo Escobar, mais après réflexion, donc je t'ai soumis cette chanson de La Oreja de Van Gogh parce que c'est un groupe que lorsque j'ai fait mes études d'espagnol, fin du lycée, début de l'université, c'est l'un des premiers groupes que j'ai fait découvrir à l'inverse à ma mère et à ma grand-mère, et j'écoutais souvent cette chanson de Geografía avec ma maman, donc elle a une symbolique forte pour nous. Et puis aussi parce que c'est une chanson qui parle d'amour, au-delà des frontières, etc., de patrie, et je trouvais qu'avec le monde dans lequel on vit actuellement, on en avait un peu besoin. Voilà. Tout à fait. Alors, parlons un peu de ton métier d'enseignant. Tu enseignes depuis 17 ans. 17 ans. Déjà. Qu'est-ce qui a suscité cette vocation d'enseignant ? J'ai toujours voulu être professeur. J'ai toujours eu une attirance pour l'école. Dès le CP, je savais que je suis revenu un jour de l'école primaire et j'ai dit à ma maman que je voulais être professeur. Alors au début, forcément, je voulais être professeur des écoles. J'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs des écoles, notamment un professeur qui m'a marqué, M. Schleboski en CM1, CM2, qui faisait beaucoup de projets avec nous, des films, on écrivait des histoires, etc. Donc il nous rendait vraiment acteurs et c'était passionnant. Et puis arrivé en 6e, je voulais être professeur d'histoire parce que j'avais eu une professeure d'histoire et j'ai toujours aimé l'histoire et la géographie. C'était matière qui me passionnait depuis toujours. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé en 4e, j'ai commencé mon année de 4e avec l'espagnol, avec un voyage scolaire en Catalogne, où on est parti à la découverte de Gaudi, de Dali, de toute la richesse de Barcelone. Merveilleux. Donc je suis revenu de là émerveillé, puis surtout c'était la première fois que j'allais en Espagne et c'était la terre de ma maman, de ma famille espagnole, donc voilà. Et puis j'ai eu la chance aussi quand j'étais en 4e d'avoir une professeure avec qui est mon amie maintenant et avec qui je travaille toujours, qui est Véronique Fauqueux,
qui a rendu les cours d'espagnol passionnants. On avait même on avait fait un challenge tortilla avec elle où elle nous avait dit ramenez les pommes de terre, les oignons, les œufs, et puis je vais vous cuisiner la tortilla espagnola. Et donc elle rendait les choses vraiment concrètes. Et du coup, à partir de là, je me suis dit je vais être prof d'espagnol. Alors j'ai quand même hésité un peu au lycée entre l'histoire et l'espagnol. J'hésitais vraiment en terminale parce que j'avais toujours aussi cette attirance pour l'histoire. Et puis je m'étais dit, c'est la note du bac qui décidera. Mais j'ai eu 17 aux deux. Aux deux, ah. En histoire et en espagnol. Et puis là, finalement, j'ai écouté ma passion et je me suis dit je vais vers l'espagnol. Et finalement, en fait, l'enseignement de l'espagnol, ça marie un peu les deux parce que on fait de l'histoire avec la découverte des civilisations, des cultures espagnole, bien sûr. Donc finalement, tu fais de l'histoire et de l'espagnol en même temps. C'est ça. C'était le bon choix. En fait. Oui, tout à fait. Et puis ça fait écho à mes racines et ça, j'en suis d'autant plus fier. Et alors, peux-tu nous parler un peu de tes racines justement ? Oui, c'est vrai que Anthony Straub, mon papa était d'origine alsacienne, donc forcément j'ai hérité de son nom de famille. Mais ma maman qui s'appelait Maria Dolores Marquez Lopez. Bien espagnol. Et pourtant je suis brun et j'ai les yeux marrons comme elle, ça, alors que mon papa était blond aux yeux verts. Mais je suis. Oui, c'est vrai qu'on se demande souvent ce qui m'a amené à l'espagnol, mais en fait c'est comme Obélix, c'est la potion magique. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Et quand je rentrais dans la maison de ma grand-mère, c'est comme aujourd'hui quand je vais à Madrid ou à Séville, j'ai les odeurs d'huile d'olive qui me remontent. À Noël, tous les ans, on cuisinait des mantecados et des gâteaux espagnols, la paella pour les grandes réunions familiales. Donc c'était vraiment, on a baigné dedans. Et puis j'entendais parler ma mère et ma grand-mère parler espagnol sans cesse parce que ma grand-mère ne parlait pas français. Elle le comprenait très bien. Mais donc j'ai vraiment baigné depuis tout petit dans cette langue espagnole et dans cette culture. Alors ce qui me vient à l'esprit quand je vois tout ce que tu as entrepris, c'est la créativité, le partage, le goût de la transmission par le jeu, mais aussi par les voyages. Tu as fait de nombreux voyages. Alors, qu'as-tu, Anthony, le plus à cœur de transmettre à tes élèves ? Alors, j'ai fait ce métier parce que des professeurs m'ont marqué dans mon parcours. Voilà, que ce soit le professeur en primaire, les professeurs d'histoire ou d'espagnol au collège. J'ai aussi ma professeure d'italien, Laurence Lestienne, qui m'a beaucoup marqué au lycée. Et tous ces professeurs avaient une chose en commun, c'est qu'ils rendaient l'élève acteur à travers des projets concrets, que ce soit des films, que ce soit des histoires à raconter, à écrire, que ce soit des activités ludiques ou des voyages scolaires. Voilà, j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages scolaires aussi dans ma scolarité, et je sais que c'est une chance inouïe pour nos élèves de pouvoir découvrir, d'aller à la rencontre de la culture, de la langue qu'ils apprennent. Et donc c'est tout ça que j'essaye aujourd'hui j'essaye d'être le professeur pas que j'aurais aimé avoir, mais que j'ai aimé avoir, en fait. J'essaye d'être à l'honneur d'être à la hauteur des professeurs qui m'ont marqué et j'espère à mon tour marquer mes élèves. Et c'est pour ça notamment que quand j'ai commencé à être enseignant d'espagnol, je me suis notamment dit je peux pas parler de certaines cultures sans les connaître. Et donc c'est pour ça que les voyages, je me suis toujours tout de suite dit, il faut que je parte au Mexique, il faut que je parte au Pérou, à Cuba, au Costa Rica, dans toute l'Amérique latine, pour justement connaître ces cultures. Bien et pas, sûr. je connaissais déjà très bien la culture espagnole parce que ce sont mes racines, j'ai fait de nombreux voyages, j'ai été 1 an en Erasmus, mais j'avais ce manque au début de ma carrière que j'ai très vite comblé. Et puis d'ailleurs, à un moment donné aussi, au bout de 10 ans de carrière, je me suis dit, mais pourquoi pas aussi emmener mes élèves et j'ai eu la chance aussi d'emmener mes troisièmes à l'époque au collège au Mexique. Et alors c'était un voyage inouï et ils s'en j'imagine. souviennent encore maintenant. C'est vrai. Certains sont encore en contact avec moi et maintenant ça fait 6 ans je crois. Et au bout de 6 ans, tous les ans au mois de mars, ils m'envoient les souvenirs, les photos. Et c'est un voyage qui les a marqués aussi, même d'aller à Chichen Itza et de prendre une photo avec ses élèves dans Chichen Itza ou à Tulum, ou d'aller visiter la maison de Frida Kahlo, la Casa Azul. Ils ont dû adorer. C'était un voyage inoubliable et ça les marque d'autant plus. Bien sûr.
Et alors du coup, je sais que tu es très innovant dans ta pédagogie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes pratiques de classe? Comment tu fais dans ta classe pour accrocher tes élèves? Alors, j'ai pas une pratique. Durant ma carrière, j'ai toujours, dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, j'essayais d'aller voir, de tester. Donc, il y a très longtemps, j'ai commencé à tester les pratiques en îlot. Puis, je me suis intéressé à la classe inversée, puis aux escape games de tout naturellement. Depuis l'an dernier, je pratique un peu la classe renversée. Donc, en fait, j'ai pas une pratique. J'essaye de tester un peu toutes les pratiques, mais dans un seul but, c'est de rendre l'élève acteur. Ce que j'essaye de... On va dire, s'il y a vraiment une essence dans mon enseignement, un fil directeur, c'est vraiment rendre l'élève acteur. Donc ça passe par le ludique, ça passe par le concret, ça passe par les projets, rendre les choses un peu vivantes et puis surtout qu'il réalise des projets tout en travaillant les compétences et tout en respectant les programmes, mais vraiment d'avoir cette démarche de projet qui rende l'élève acteur et qui permet justement d'interagir entre eux, parce que je pense qu'ensemble, ils vont beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Ils apprennent mieux ensemble que chacun dans son coin. Mais de réussir à créer une vraie coopération entre les élèves, parce que c'est pas parce qu'on les met ensemble qu'ils vont forcément travailler ensemble. Oui. Donc voilà, essayer de réfléchir à tout ça et de créer une vraie coopération entre eux. Alors tu fais ça très bien avec les escape games à l'espagnol. C'est vrai, alors oui, après, les escape games sont venus, presque naturellement dès 2010, 18, 19, parce que ça fait partie de ces pratiques collaboratives. Et d'ailleurs, avec Hachette, on en est fiers parce qu'on est et ça, je le dis vraiment parce que j'y tiens. À l'époque, on a été les premiers, toutes matières confondues, à à savoir adapter un escape game à un manuel scolaire sur les pages et en respectant vraiment l'essence et le principe d'un escape game. Et c'était pas gagné, mais c'est aussi grâce au talent de notre illustrateur que je salue, Gabriel Rebuffello, qui travaille avec nous chez Hachette et qui a créé des pages magnifiques. Mais vraiment, on est les premiers, et ça, toute matière confondue et tout éditeur confondu. C'est ça n'existait pas. Alors maintenant, il y en a dans tous les manuels. Maintenant, il y en a partout. Alors, tu es l'auteur de la très célèbre collection Ami Me Encanta, qui a fait l'objet d'une nouvelle édition en 2021-2022, et également d'une toute nouvelle collection qui est née en 2023, Ami Me Encanta Leer. Ce sont de petits romans en espagnol qui veulent donner le goût de la lecture aux collégiens. Alors, dans quel esprit as-tu conçu cette petite collection de romans ? Alors, ces petites lectures en espagnol font partie de cette belle collection qui est Ami Me Encanta, d'ailleurs, qui est vraiment une collection qui est plébiscitée en espagnol. Et donc, ces petites lectures Ami Me Encanta Leer, tout d'abord, il y a un travail d'écriture. Oui. Voilà, on a un auteur, Sergio Lopez, qui est espagnol, et il y a un vrai travail d'écrivain. Voilà, on a imaginé avec lui ce petit groupe d'amis qui en plus grandit au fur et à mesure de l'âge des élèves, parce que pour les livres qui ont un niveau A1, les élèves ont plus l'âge des élèves de 5e, alors que pour les niveaux A2, là, les personnages grandissent avec les élèves au fur et à mesure des 3 années. Mais donc ça, on a imaginé en fait ces personnages et les aventures que pourraient vivre ces personnages avec lui, mais c'est vraiment un vrai travail d'écrivain, et c'est ce qui en fait un document purement authentique. Nous, là-dessus, chez Hachette, c'est le travail d'artiste et d'écrivain de Sergio Lopez. Et ensuite, il y a un deuxième travail où là, des professeurs d'espagnol entrent en jeu, c'est le travail de didactisation. Où là, justement, à partir des 5 chapitres qu'a écrit Sergio, on essaie de didactiser ça en proposant des démarches de compréhension de l'écrit, de compréhension du lexique aussi, de la grammaire pour faire sens et donner sens à la compréhension. Et donc, on propose ce travail didactique. On a proposé aussi des pages au début de chaque ouvrage pour connaître les personnages, pour connaître le lieu de l'aventure. Et puis surtout, à la fin, on a aussi cette approche pédagogique, dans le sens où on propose un projet final qui, à partir de cette lecture, pour les élèves. Donc en fait, cette mini-lecture, au final, elle peut remplacer une séquence traditionnelle. Et c'est ça
qui D'accord. est intéressant dans ces petites lectures, c'est que si je prends par exemple là, j'ai Los Minichefs de Almería avec moi, cette petite lecture qui raconte un concours culinaire entre la bande de Miguelito et puis ses adversaires, elle peut très bien remplacer par exemple la séquence que quasiment tous les professeurs d'espagnol font en première année, qui est autour de justement des traditions culinaires et de la recette de cuisine, etc. Donc plutôt que de faire une recette, une séquence traditionnelle avec une recette de cuisine, etc., on peut très bien décider de lire, Partir du roman. partir de ce petit roman avec les élèves, de le lire avec eux, de l'étudier avec toutes les démarches pédagogiques et didactiques qu'on propose. Et puis à la fin, il y a un projet final qui est d'écrire la recette du gazpacho, par exemple. D'accord. Et donc là, l'élève va ressolliciter tout le lexique, les points de grammaire, les compétences culturelles qu'il aura découvertes dans cette petite lecture. Donc c'est un vrai document authentique parce qu'il y a ce travail d'écriture de Sergio Lopez dans un premier temps, qui a ensuite été didactisé pour qu'on puisse justement étudier ces petites lectures à la place d'une séquence. Et puis on dit souvent que nos élèves sont tout le temps devant des écrans et ne lisent plus assez. Voilà, là, ça les incite à lire. On remet aussi l'écriture et la lecture au sein même de nos cours. Et ça, je trouve ça, pour des élèves débutants, je trouve ça fantastique. Et c'était vraiment la mission que nous nous étions donnée. C'est ça. Alors, pour conclure, je te pose une question. Donc, quelle est ton œuvre d'art préférée et pour quelle raison ? Alors, j'ai pas une œuvre d'art préférée, mais j'ai une artiste que j'ai découverte d'ailleurs en 2012 grâce au travail de recherche qu'on effectue en tant qu'auteur pour la collection A mí me encanta, parce que quand on doit faire un manuel scolaire, on part à la recherche de textes, d'œuvres d'art, voilà. Et en 2012, j'ai découvert une artiste mexicaine, une peintre mexicaine qui est incroyable, qui s'appelle Aida Aymar. Et j'ai un coup de cœur pour son œuvre dans l'intégralité. Parce qu'elle a vraiment, on reconnaît, comme on reconnaîtrait un Botero ou un Picasso, j'ai envie de dire qu'au premier coup d'œil, on reconnaît une œuvre de Aida Aymar. Et ce qui est sublime dans sa peinture, c'est qu'elle arrive à transmettre toute la beauté du Mexique, de sa culture, de sa faune, de sa flore, de sa culture historique et littéraire. Et c'est des œuvres qui sont à chaque fois pleines de couleurs, de lumière, de vie. On est entouré de ces œuvres chez toi. Elles sont magnifiques, effectivement. Oui, en effet, j'ai la chance. Alors, je l'ai rencontré grâce à Hachette, parce qu'à l'époque, Gaël Gauvin, qui était mon éditeur, m'avait donné la mission d'aller l'interviewer pour la collection Miradas. Donc, c'est comme ça que j'ai connu en vrai Aida Aymar. Et parce que ces œuvres maintenant font partie vraiment des collections de chez Hachette, dans les A mí me encanta, dans les manuels de lycée. Elles figurent dans les manuels. Elles figurent très régulièrement. C'est d'ailleurs une artiste qui a de plus en plus de reconnaissance au Mexique. Maintenant, il y a de grandes expositions, notamment actuellement. Il y a une exposition, il me semble, sur les femmes mexicaines, et elle fait partie des artistes qui ont été sollicités par le gouvernement mexicain pour parler de cette cause. Et donc oui, comme je l'ai rencontrée, il est vrai que j'ai quelques-unes de ses œuvres. Voilà, Qui sont très belles, j'en témoigne. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment elle a vraiment un talent fou. Et puis, ce que je trouve vraiment beau, c'est qu'elle rend hommage à la culture de son pays. Et je trouve que, moi aussi, un jour, je peux essayer de mettre en place une exposition je trouve que, pour connaître le Mexique à travers l'œuvre d'Aida Aymar. Qu'elle soit connue en France, éventuellement. Parce que vraiment, non seulement elle a un talent fou, mais en plus, on peut découvrir à travers ses œuvres la culture mexicaine, et ça, c'est incroyable. Alors, autre question pour terminer. Tu as choisi une citation. Peux-tu nous dire laquelle et pour quelle raison ? Alors, j'ai un auteur que j'affectionne depuis toujours, qui est Paulo Coelho, et j'ai une citation qui a marqué ma vie, qui continue à la marquer, parce que du coup, elle influence ma manière de voir les choses dans la vie. Et c'est ce que j'essaye tous les ans, en général en fin d'année, quand je dis au revoir à mes élèves. C'est une citation que je leur donne. C'est quand tu veux, donc cette citation, c'est quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir.
qui fait écho à une deuxième citation de Paulo Coelho qui est c'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui fait que la vie soit intéressante. Et c'est vrai qu'à chaque fois en fin d'année, quand je dis au revoir à mes élèves, je leur donne ces citations parce que je leur dis surtout de croire en eux, que rien n'est impossible dans la vie. Et quand on a vraiment au fond de soi l'envie et le désir de réaliser quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va arriver demain, peut-être que ça arrivera au moment où on s'y attendra le moins, mais si on met les efforts et si on met le travail l'intention et le travail, eh ben on y arrivera. Oui. D'ailleurs, j'en parle souvent à mon épouse, mais vous savez, quand j'étais petit, j'étais avec ma machine à écrire, je faisais des livres, voilà, et j'avais ce rêve d'être aussi écrivain ou de concevoir des livres. Je me dis, vous voyez, ça m'est arrivé au moment où je m'y attendais le moins, et puis grâce à Hachette, depuis 12 ans maintenant, je réalise ce travail d'auteur et c'est un rêve d'enfant. Et donc voilà, il faut toujours croire en ses rêves et un jour ou l'autre, peut-être pas de la manière dont on s'y attend, mais ça finira par se réaliser si on y croit vraiment. Oui. Voilà. Bon, eh bien, merci Anthony pour merci cette merveilleuse toi, interview. Et merci à tous de votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez les prochains podcasts Vocation Auteur sur le site Hachette Éducation et sur les plateformes de streaming.